dans le dessin, il y a du trait, et il y a quelque chose qui ressemble au je ne sais quoi philosophique. Quelque chose qui dit, par son absence, le possible, et même le nécessaire. C'est tout à fait passionnant de le voir fonctionner comme ça. Alors on me dira, c'est simplement parce qu'ici, il va focaliser l'étude, par exemple, simplement des veines du cou, il s'arrête là-dessus, il n'a pas besoin de redire le reste parce qu'il a déjà dit dans une autre esquisse. Mais en fait, c'est plus que ça, parce qu'on sent bien qu'entre les motifs de la feuille, ce qui circule, qui est rien, est absolument nécessaire à la construction même du dessin. Même si on retourne cette image, on la met à l'envers, chose que les peintres font souvent, comme ça fait partie des astuces pour voir les compositions, etc. Ce tableau continuerait à nous faire sentir terre, monde universel. On n'a pas besoin de voir les figures. On peut le retourner comme ça, disons, à la verticale, mais on peut aussi le faire pivoter selon, tu vois, autour de son axe vertical. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire par le fait que le Christ, il est sur axe central au centre, au milieu du tableau, sur la verticale, complètement au milieu. C'est un axe sur lequel tu peux pivoter tout et s'imaginer donc ce monde qui est derrière cette montagne, puisque la montagne, cette sorte de monticule, je sais pas, elle est circulaire. Derrière, il se passe des choses. Là, la scène continue, donc quelque part, il est tridimensionnel par supposition en fait. Une vie, une œuvre, Raphaël, 1483-1520, proposé par Luc Ponette. Le ciel donne parfois une preuve de sa généreuse bienveillance en accumulant sur une seule personne l'infinie richesse de ses trésors, l'ensemble des grâces et des dons les plus rares, normalement répartis sur une longue durée entre beaucoup d'individus. C'est ce qui fut manifeste dans le cas de Raphaël d'Urbain, aussi exceptionnel que charmant. Giorgio Vasari. Pourquoi l'œuvre de Raphaël, qui a été considérée pendant des siècles comme le plus grand des peintres, est-elle si difficile à voir, Jean-Pierre Cuzin? Raphaël, aujourd'hui, est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup parce qu'on voit les images religieuses, évidemment, tout de suite. Hein, le peintre des Madones, et ce qui fascinait en 1830 ou 1840, aujourd'hui, indiffère. Aujourd'hui, on va regarder davantage Piero della Francesca, qui est un artiste peut-être de la même dimension, mais qui a une sorte de, on va dire, d'absolu, j'emploie des mots à la fois banal et dangereux, mais qui a un petit caractère d'étrangeté, enfin une certaine distance. Le musée imaginaire de Malraux laisse sa part à Piero della Francesca, et Raphaël n'y entre pas. Malraux a une phrase étonnante, Raphaël m'assomme, hein, mais il y a derrière l'homme réconcilié, enfin il voit ça. Hein. Il y a chez un historien d'art comme Henri Faucillon une très belle phrase, justement, Raphaël, il y a le goût du bonheur, je crois. Et là encore, c'est quelque chose. Aujourd'hui, je ne dis pas que nous sommes indifférents au bonheur, mais c'est un petit peu loin des expressions artistiques, bien sûr, de notre siècle, et étranger à ce que souvent nous cherchons dans les œuvres d'art. Dominique Cordelier, on a la chance au Louvre d'avoir pas mal d'œuvres de Raphaël, et entre autres une de ses toutes premières œuvres, si ce n'est la première. C'est à la fois la première pratiquement dans sa carrière et la dernière entrée au Louvre, ce qui est assez amusant à observer. Il s'agit d'un ange aujourd'hui on le voit restauré, hein.
c'est devenu une évidence comme une œuvre de jeunesse de Raphaël. Quand Madame Sylvie Béguin l'a vu pour la première fois, il y avait un grand mérite à s'y arrêter et à dire oula, ça c'est intéressant, il va falloir regarder ça de plus près et identifier très vite, je veux dire, une œuvre de la jeunesse de Raphaël. Et ce qui frappe dans un fragment comme celui-là, c'est que bon, si Raphaël s'en était tenu à ça, s'il s'était arrêté à ça, ça serait un artiste honorable, formé dans les marches, actif en nombril, évoluant dans le cercle de Pérugin, sympathique, mais au fond, un homme de métier comme un autre, j'allais dire. Mais c'est pas un homme de métier comme un autre. Raphaël est très jeune, comme il est né en 1483, vous voyez que c'est un jeune homme qui n'a pas 20 ans, qui peint ça. Alors évidemment, il n'est pas seul. Il est sur cette commande en collaboration avec Evangelista di Pian di Melletto, qui est un artiste beaucoup plus âgé que lui. Et on trouve dès cette première œuvre de Raphaël, ou quasi première œuvre de Raphaël, c'est toujours difficile de parler de la première œuvre, mais disons, dès les premières commandes, pour ne pas parler de première œuvre, on a un artiste, un jeune homme, qui va travailler avec des gens plus expérimentés, plus aguerris, plus mûrs que lui, et sur un mode pratiquement paradoxal. Ça n'est pas simplement un fonctionnement d'atelier qui fait que l'ancien confie aux jeunes des choses subalternes, c'est bien plus que ça. Puisqu'en l'occurrence, bien qu'on ne connaisse pas dans le détail la répartition des rôles, c'est Raphaël, le jeune Raphaël, qui donne le dessin. Le dessin est conservé, il est à Lille, au musée des Beaux-Arts, qui a une très belle, sublime collection de dessins de Raphaël, il faut bien dire. Et ce dessin, on retrouve dedans cette figure de cet ange. Et ce qu'il y a peut-être déjà qui annonce, en fait, j'allais dire, la grande stratégie picturale de Raphaël, c'est une forme d'inflexion à la fois douce et énergique. Je dirais quelque chose comme un allant vers la vénusté. Donc c'est un ange qui porte un phylactère. C'est une figure tout à fait de la Renaissance. On voit par exemple qu'elle se détache sur un pilastre, un motif de candélabre, comme les artistes du XVe siècle ont aimé les retrouver dans les ruines antiques. Et en même temps, on voit que le jeune Raphaël va sacrifier dans la physionomie l'expression à l'idéal. Et d'une certaine façon, son parcours sera de faire l'inverse, d'intégrer l'expression dans l'idéal. Ce qui n'est pas tout à fait l'inverse, mais qui représente quand même un renversement pictural, en tout cas d'ambition picturale. Pour parler de l'apprentissage, Jean-Pierre Cuzin, Raphaël, on peut rappeler d'abord qu'il est né en 1483 et qu'il est fils de peintre. Giovanni Santi, qui est un artiste assez médiocre. Ce qui est important, c'est qu'il est né à Urbino, qui n'est pas n'importe quoi, si j'ose dire. Et justement, il faut parler de Piero della Francesca. Et la formation de Raphaël, on la connaît pas vraiment, on ne sait pas bien. C'est son papa, bien sûr, qui lui met un pinceau dans les mains très tôt, qui lui apprend la technique. Ensuite, Vasari, qui est donc l'historien d'art, enfin qui très vite, très tôt plutôt, trace une sorte de légende dorée de Raphaël qui va être reproduite dans les siècles suivants et que les peintres troubadours, enfin les peintres d'époque romantique vont beaucoup illustrer. Donc Vasari nous dit qu'il est l'élève de Pérugin. Hein, son père va mettre le petit Raphaël dans les mains de Pérugin. C'est vrai, et les premières œuvres de Raphaël sont très très proches de Pérugin, mais il y a d'autres artistes comme Signorelli, comme Pinturicchio, qui ont évidemment marqué les toutes premières œuvres de Raphaël. Il commence très tôt, hein, il a 17-18 ans, le premier rétable d'ailleurs qui est fragmenté, en partie détruit, dont nous avons au Louvre un petit morceau acquis récemment. Donc c'est l'œuvre d'un tout jeune artiste, presque un enfant. Alors nous avons sous les yeux, Jean-Pierre Cuzin, le couronnement de la Vierge, qu'on appelle le retable Oddi, qu'il a réalisé à peu près à l'âge de 20 ans. C'est une œuvre qui est au Vatican, c'est une œuvre pour laquelle il y a des dessins merveilleux, des quantités de dessins.
amusant, puisque à ce moment-là, on fait poser des aides de l'atelier ou des jeunes modèles en costume contemporain. Donc les dessins préparatoires pour les anges sont des jeunes gens avec des vêtements donc de fin du XVe siècle, avec des petits chapeaux très élégants, dessins à la pointe d'argent, dessins de raffinement total. Et déjà dans un tableau très proche de Pérugin comme celui-là, on a cette sorte d'investissement de l'espace, si je peux dire, c'est pas une très jolie formule, mais enfin cette force des corps qui, dans la troisième dimension, une sorte de solidité, un poids des figures, lié bien sûr à un enchaînement des rythmes curvilignes qui évoquent Pérugin, qui évoquent les primitifs, entre guillemets, mais déjà quelque chose de pesant et qui est le propre de Raphaël, et qui va cette belle mise en place des figures dans l'espace, c'est quelque chose qu'il va garder et qui va s'accentuer tout au long de la carrière. Ceci, Dominique Cordelier, c'est un dessin de l'Annonciation qui était en fait une étude de la prédelle du retable Odie. Oui, on est encore au début de la carrière de Raphaël, vers 1503 à peu près. Il s'agissait pour Raphaël de peindre non seulement le grand panneau d'autel, mais aussi les petits panneaux, de ce qu'on appelle les panneaux de prédelle, c'est-à-dire des panneaux qui forment sous-bassement, horizontalement, sous la grande peinture, et qui négocient en quelque sorte le passage du grand sujet à la table d'autel. Donc ici, vous avez dit le mot dessin, effectivement, on est dans le dessin, mais c'est un dessin qui a une fonction très particulière, puisque c'est un dessin fini, arrêté, tout est en place, non seulement les figures, mais aussi l'architecture, le paysage, le pavement, les lumières. Et Raphaël a piqué lui-même ou fait piquer par un assistant les contours des figures pour permettre le report du dessin sur le support à peindre. La technique est assez simple. Vous mettez, en général, ça se passe comme ça. Vous avez votre panneau que vous avez préparé. Vous allez devoir reporter votre dessin dessus. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez 2 feuilles de papier, une blanche, le dessin que vous avez fait. Vous prenez votre petite aiguille et vous commencez à piquer les contours. Bon, ce qui fait que vous avez utilisé comme carton ou comme poncif votre dessin. Vous le mettez de côté et avec la feuille qui était dessous, qui porte toutes les traces de piqûre, eh bien vous allez commencer à tamponner en quelque sorte avec de la poussière, qui sont dans un petit sac, la feuille en l'appliquant sur le panneau, et ça permet de reporter, comme disent les Italiens, au spolvero, les petits points sur le panneau. Et aujourd'hui, quand on regarde certaines peintures, quand elles sont peintes de façon assez mince, avec les moyens des laboratoires de recherche des musées, on peut retrouver ce dessin sous-jacent sous forme de petits points. Et dans les peintures de Raphaël, on en retrouve souvent. C'est ça la technique du spolvero. Donc on a affaire à un cartonetto, un petit carton pour ce panneau de prédelle. C'est peut-être pas ça ce qu'il y a de plus remarquable, ça c'est un point technique, somme toute bien partagé à l'époque. C'est peut-être pas ça ce qu'il y a de plus remarquable. Ce qu'il y a de plus remarquable pour moi là-dedans, c'est qu'on est dans une incroyable construction de l'espace, avec non seulement une parfaite perspective de ce qui est au fond une église, puisque cette annonciation se passe dans une église, et qu'entre Dieu le Père qui est en haut, l'Esprit qui est dans le ciel et la Vierge, il y a une colonne nue, une colonne très belle, très pure, très à la Piero della Francesca, si vous voulez, qui est une préfigure de la colonne de la flagellation, évidemment. Bon. Et en même temps, vous avez sur le côté, très allègre, très dansant, très joyeux, une entrée de l'ange qui va vers la Vierge, une entrée vraiment de patineur, enfin quelque chose d'extraordinairement allant, gracieux, et qui va vers cette Vierge en train assise, pensive, à la lecture, prise dans le saisissement de l'annonce angélique, c'est pas si facile que ça, la providence. Et il y a un moment d'attente, etc.
Et Raphaël a traité ça au lavis. Il a pris donc de l'encre diluée et au pinceau, et il a commencé à ombrer tout ça. Si vous regardez la Vierge, c'est l'endroit le plus sombre, et la colonne qui est derrière elle, c'est l'endroit le plus sombre de la composition. Et évidemment, là aussi, quand il fait ça, il se souvient de ce qu'un Léonard de Vinci savait faire avec le pinceau. Mais il le fait toujours avec cette espèce de sérénité incroyable. Façon de neutraliser en quelque sorte le pathos. Le paysage, alors il est presque en contradiction avec l'architecture. Autant on a une architecture qui est construite en lumière, autant le paysage, qui est une échappée, au fond, c'est 50 traits de plume pour mettre en place ici un bosquet, là un pont, là une citadelle, et rien. Une transparence absolue. Comme l'œil peut passer à travers le paysage, alors qu'il est obligé de circuler dans l'architecture. La découverte de Léonard de Vinci, qui n'a pas son pareil pour peindre les visages tant masculins que féminins, et pour donner de la grâce aux figures et aux mouvements, saisit Raphaël d'une stupeur admirative. Il préféra l'art de Léonard à tout ce qu'il connaissait. Il se mit à l'étudier et peu à peu abandonna à force de travail le style de Pérugin, cherchant à imiter le mieux possible celui de Léonard. Giorgio Vasari. Alors, fin de l'année 1504, Jean-Pierre Cuzin, Raphaël a 21 ans et il arrive à Florence. Et là, évidemment, ça change beaucoup de choses. Oui, alors Florence, évidemment, c'est la rencontre d'abord de Léonard de Vinci, tout simplement, j'allais dire. Donc une rencontre tout à fait déterminante. C'est le moment, cette époque florentine, des Madones les plus célèbres, enfin des tableaux que tout le monde connaît et tellement difficiles à regarder parce que ils ont été reproduits jusqu'à voilà, ils étaient dans les livres de messe de nos grands-mères, si je peux dire ça comme ça. Ce sont des tableaux reproduits en vitraux, enfin, ce sont des images vraiment trop connues et que les restaurations aident peut-être à revoir avec leur couleur un petit peu plus vraie, enfin sans prétendre retourner effacer le passé. Et à Florence, c'est le choc, d'une certaine façon. Probablement, Pietro Perugino, que nous appelons en France le Pérugin, l'avait déjà pris par la main et conduit à Florence plusieurs fois. C'était, j'allais dire, c'est pas une révélation urbaine, Florence, pour Raphaël, qui fait ses débuts plutôt à Pérouse. En 1504, c'est une révolution, c'est une révélation picturale parce que il y a à ce moment-là une grande bagarre picturale. Et Raphaël va trouver là une mine d'idées, une mine de concetti, comme diraient les Italiens, tout à fait incroyable, qui va le conduire jusqu'à la fin de sa carrière. De temps en temps, il y aura des résurgences, il rattrapera comme ça des petits bouts, des pensées qu'un Léonard ou qu'un Michel-Ange avait semé comme des petits cailloux sur son passage à Florence. Florence, bon, c'est un lieu où pour un jeune artiste, on a une forme de vertige devant la quantité de choses à voir, devant la structure des ateliers aussi, qui n'est pas tout à fait la même que celle qu'on trouve en Ombrie. Les ateliers sont des cénacles, presque des académies au sens noble du terme en formation. Et là, il va Vasari, dans la biographie très belle qui consacre trentaine d'années, un peu plus d'une trentaine d'années après la mort de l'artiste, consacre à Raphaël, dit il se remet à apprendre. À Florence, ce très grand artiste étudia les anciennes peintures de Masaccio. Ce qu'il vit de Léonard et de Michel-Ange le fit s'appliquer davantage encore à l'étude et donc améliorer considérablement son art et son style. Il se lia étroitement avec Fra Bartolomeo du couvent de Saint-Marc. Sa manière lui plaisait beaucoup
et il s'efforçait d'imiter son coloris. En échange, il enseigna les règles de perspective à ce bon religieux qui, jusqu'alors, ne s'y était pas appliqué. C'est un peu plus loin, là, la belle jardinière et le Saint-Georges combattant le dragon. Là, on est plutôt vers la limite du moment où il y a de ce point de bascule entre, j'allais dire, Ombrie et Toscane, vers 1503-1504, au moment où il arrive. Et effectivement, c'est un tableau qui, dans l'image qu'on a aujourd'hui de Raphaël, n'est pas immédiat. Le Raphaël que l'on a à l'esprit, j'allais dire à travers l'imagerie religieuse surtout, c'est la belle jardinière, c'est les madones sereines, épanouies, stables, rayonnantes et en même temps un peu froides, qui laissent peut-être les esprits d'aujourd'hui devant un sentiment injuste, de vacuité. Alors c'est pas du tout la même chose dans le Petit Saint-Michel, qu'on peut regarder de plus près, parce que c'est un tableau, c'est très petit, hein. C'est pas ça, si ça fait 30 cm sur 25, c'est bien le maximum. Et c'est un tableau où, d'une certaine façon, le jeune Raphaël ramasse déjà une partie de ses expériences picturales, expériences littéraires. Saint-Michel, vous savez, était réputé avoir mené un combat céleste extrêmement vif et triomphant contre les mauvais anges, les anges rebelles dans le ciel. Là, la scène se passe sur terre. Là, il écrase de son pied le dragon, le démon, hein, dans une attitude qui est pratiquement celle d'un patineur, mais un patineur passablement dynamique. Et tout ça se développe devant un paysage qui est un enfer, mais pas n'importe quel enfer, qui est l'enfer de Dante, en fait. Peuplé de créatures, angéliques ou monstrueuses, et plus souvent monstrueuses, de villes en flammes, Et les monstres, évidemment, renvoient à différents registres d'imagerie qui étaient déjà en circulation dans la Florence de la fin du XVe siècle. On peut penser aux gravures allemandes de Martin Schongauer, ou encore plus à la grande apocalypse sur bois de Dürer de 1498. Alors, évidemment, quand on est en face d'un petit tableau comme ça, objet précieux, on a envie de se dire, mais enfin, bon sang, pour qui, pourquoi ça a été fait. On comprenait bien tout à l'heure devant l'ange de Città di Castello, l'ange, que c'était un fragment de grande machine religieuse pour un tableau d'église, pour un marchand de laine qui avait des sous et qui, ma foi, voulait négocier son passage dans l'au-delà et son accord avec la divinité à travers une médiation picturale. Là, on est quand même dans un registre beaucoup plus intime, beaucoup plus précieux, quelque chose de plus resserré. Et on a, sans qu'on sache encore aujourd'hui exactement pour qui ou pourquoi le tableau a été fait, on pense que cette image est d'abord avant tout une image chevaleresque. Une image d'idéal chevaleresque du chevalier triomphant du mal, peut-être à mettre en relation avec les ordres de chevalerie qui ont été donnés par le souverain français ou le souverain de Grande-Bretagne au duc d'Urbain. C'est le moment de la déposition borghese. Alors ça, c'est un tableau évidemment très très exceptionnel puisque Raphaël s'essaie, c'est une réussite formidable, magnifique, à une grande composition, tableau carré, sujet pathétique, c'est donc le Christ porté au tombeau, tableau pour lequel il y a des quantités de dessins préparatoires où il essaye vraiment différentes formules pour la composition, tableau extraordinaire de tension avec les porteurs qui tiennent le corps du Christ. Il y a sur la droite un morceau absolument extraordinaire de la Vierge qui s'évanouit avec une sainte femme qui la retient avec un mouvement presque j'allais dire en tire-bouchon, c'est un petit peu ridicule, mais enfin d'un mouvement, d'une force et d'une élégance et d'une tension
qu'on ne peut pas rejoindre, et avec un pathétique des figures très peu accentuées, finalement, une sorte de volontaire froideur. L'antique n'est jamais loin, avec Raphaël, tout ça dans un grand paysage très serein. C'est une œuvre qui a été restaurée il y a déjà peut-être une dizaine d'années ou un peu plus, mais immense chef-d'œuvre et peu considéré souvent, parce qu'il s'oppose un petit peu à ce au Raphaël souriant, tendre, suave. Et il va beaucoup travailler à cette composition. Il va énormément y penser, énormément évoluer dans sa façon d'y penser, puisqu'il va faire évoluer sa composition d'un Christ au sol, nu, mort, la tête posée sur les genoux de la Vierge, c'est ce dont on a le dessin au Louvre, à quelque chose qui avait être véritablement un Christ porté au tombeau, en suspension, dans une tension extrême entre les différentes figures qui l'environnent, avec l'ambition de refaire ce que les sarcophages antiques avaient fait avec la mort de Méléagre, ou ce que Mantegna avait fait plus tard avec la mise au tombeau, mais de le refaire toujours dans le sens d'une fluidité qui est sa marque, j'allais dire, de fabrique. Alors là, on est dans le premier temps de la recherche. Raphaël, là, donc va très loin, hein. C'est le dessin pratiquement arrêté pour la composition du Christ mort sur les genoux de la Vierge, entouré de dessins de femmes, de Saint Jean, qui est une figure isolée de la déploration qui est à côté. Et il ramasse toute son expérience florentine. On a aussi ce qu'on avait déjà senti en germe dans l'ange peint avec Evangelista di Piandimaletto, cette espèce de flexion qui est très gracieuse au fond, même quand il s'agit d'un sujet terrible. Les Baglioni avaient commandé ce tableau parce que leur fils avait été assassiné. Donc on est dans un contexte dramatique. Oui, dramatique, profondément dramatique et profondément humain. Et tout ça va, je veux dire, Raphaël va le faire exploser dans la composition suivante. Il se reprend complètement et le corps du Christ va être porté. Les figures vont faire former une espèce de grand V autour, alors que là, on a 2-3 plans très sagement équilibrés sur la composition. En même temps, un travail très fouillé de la plume. Et sans jamais que ça soit du remplissage, si vous voulez. Ça devient de l'ombre, de l'espace, du volume. Ça n'est jamais un aplat de hachure. Et ceci, Dominique Cordelier, ce n'est qu'à la plume, il n'y a pas de rehaut, de... Ça n'est qu'à la plume. Ça n'est qu'à la plume, et l'effet obtenu est finalement un effet pictural. En vérité, les œuvres des autres peuvent s'appeler des peintures, mais celle de Raphaël, c'est la vie même. La chair palpite, on sent le souffle et le pouls qui bat dans ces figures dont l'animation même est perceptible. Alors ici, c'est évidemment un tableau très célèbre, c'est la Belle Jardinière, Dominique Cordelier. La Belle Jardinière, c'est un tableau qui est à la fois une exception dans les collections du Louvre et, je veux dire, un tableau qu'en quelque sorte, Raphaël a tenté 3 fois. À chaque fois, c'est la même tentative, j'allais dire, de faire du Léonard limpide. On voit bien une composition très pyramidante, je veux dire cette composition triangulaire où tout converge finalement vers la bienveillance de la Mère de Dieu pour son enfant, mais aussi pour le petit Saint Jean qui est à ses côtés, dans un paysage très diaphane, très transparent. Et il y a à la fois une tension, quelque chose d'extraordinairement énergique. Regardez comme le petit Saint Jean est ramassé sur lui-même, petit Hercule, j'allais dire, capable de tout. Et en même temps,
En même temps, quand il fait ça, évidemment, il a d'autres idées en tête. Il a la Madone la très célèbre Madone sculptée par Michel-Ange, la Madone de Bruges. Bon, l'idée, c'est que la figure principale du tableau est une figure englobante, stable, sereine. Mais en même temps, la manière de peindre n'est pas celle d'un Léonard. C'est-à-dire, vous ne trouverez pas dans un tableau comme ça ce sfumato, cette ambition de gommer les contours, de dire l'atmosphère a une matérialité enveloppante. Vous êtes dans autre chose, vous êtes dans une idée de la peinture limpide, un écho lointain, si vous voulez, de la peinture d'un Piero della Francesca. Une peinture limpide, une peinture solide et une peinture très informée aussi de ce que les peintres du Nord ont pu apporter à Florence par l'envoi de leurs œuvres, quelquefois par leur présence. Ici, dans le tapis végétal, la précision des fleurs, la façon dont la lumière s'accroche sur les feuillages, on est pratiquement dans le monde de Memling. Aujourd'hui, on a une forme d'injustice pour cette peinture-là que probablement on regarde pas d'assez près. On la regarde pas assez. En fait, c'est une peinture qui a une belle matérialité, un beau métier, beaucoup d'énergie dans le pinceau. Si vous regardez comment la matière a été butée en quelque sorte, la matière du paysage a été butée contre la draperie, la façon dont cette draperie, qui est un peu aujourd'hui un peu altérée, hein, on en perd un peu les nuances, le bleu un peu viré. Cette draperie, en fait, quelque chose qui travaille incroyablement en volume, en rondeur. Et en même temps, je ne sais pas si vous le ressentez comme moi, mais on a un petit peu un sentiment de vacuité. On se dit, mais au fond, est-ce qu'il y a quelque chose qui arrête le regard là-dedans, dans un tableau comme celui-là? Et on ne sait plus trop. On a été habitué, si vous voulez, à un art qui procède par rupture, par coup de force, en quelque sorte, avec une forme avec des très fortes, j'allais dire, des agressions et des très fortes dépressions. Fondamentalement, nous sommes des héritiers des romantiques dans notre façon de regarder au premier abord la peinture. L'art de Raphaël, dans un tableau comme celui-là, et il va cultiver ça jusqu'à la fin de sa vie, c'est un art, ses contemporains disaient de la sprezzatura, c'est-à-dire non pas de la désinvolture au sens moderne, mais de l'art de cacher l'art. Ce qu'il y a de suprêmement habile, c'est de ne pas faire sentir l'effort. Il y a de la dynamique, mais ça se résout en fluidité. Alors en 1508, Jean-Pierre Cuzin, Raphaël a 25 ans et il est appelé par le pape Jules II à venir à Rome. Oui, alors là, c'est évidemment le moment très 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 impressionnant parce que c'est la confrontation avec des énormes programmes et des très grandes surfaces. Ça fait partie des tableaux que j'ai étudiés, si tu veux, entre guillemets. Comment un artiste vénézuélien comme vous, Pancho Quilichi, regarde cette œuvre de Raphaël? Pour commencer, ce que j'ai vu de Raphaël, qui m'a tout de suite interpellé, c'est le dessin. C'est parti de là. J'ai vu en lui un excellent, extraordinaire dessinateur, une puissance étonnante, et puis aussi le dessin de l'architecte que j'ai vu aussi chez Michelangelo et Leonardo. C'était ces trois peintres intimement liés à l'architecture, eux aussi, qui m'ont stimulé au début. Alors ici, on est en face de cette grande fresque qui est effectivement tout un monde, puisque c'est l'école d'Athènes qui est dans un contexte architectural énorme et très complexe. Il y a ici ce que je considère ça une cosmogonie, c'est-à-dire il y a une explication du monde.
et du monde tel que aujourd'hui encore nous pouvons le voir, le comprendre. Il est encore là, cet esprit, je pense. Il y a quelque chose qui fascine dans l'œuvre de Raphaël, c'est la maîtrise des rythmes que je vois ici et la perspective. Bon, nous avons des images fortes dans le sens de la symbolique, et nous avons aussi des images fortes dans le sens du senti et de la construction, si vous voulez, entre guillemets, en elle-même scientifique, quoi, de la chose. Alors, ce qui est évidemment toujours dit et passionnant dans l'école d'Athènes, c'est que la figure centrale, celle du pensieroso, c'est-à-dire l'homme qui est assis, méditant, accoudé sur le devant les marches, a été rajoutée. Rajoutée pourquoi? Parce que Raphaël venait de voir à la Sixtine ce que son confrère et rival Michel-Ange venait d'y faire, d'où cette figure un petit peu rablée, monumentale et tourmentée au premier plan. Mais il est certain, d'ailleurs, sur le plan, techniquement, il est avéré qu'elle a été rajoutée. C'est pas seulement une légende. Fresque évidemment extraordinaire parce que sur la droite, il y a Raphaël lui-même qui apparaît à côté de son vieux maître pérugin. Donc, évidemment, Raphaël est quelqu'un de fidèle à son maître. Il a même refusé que certaines peintures de Pérugin soient détruites pour que lui-même travaille à sa place. Chance, Dominique Cordelier, d'être devant de vrais dessins de Raphaël ici au cabinet des arts graphiques du Louvre. Oui, la France a la chance de conserver dans les collections publiques un bel ensemble de dessins de Raphaël, pas seulement au Louvre, hein, il y en a aussi à Lille, à Bayonne, à Montpellier. Donc on a vraiment de quoi aborder la pensée de Raphaël, disons, au moment où elle est en projet ou en progression. On a, disons, dans un temps de processus. Alors, au début de sa carrière, il va plutôt travailler d'ailleurs à la plume. Et puis progressivement, avec le temps, les techniques vont s'enrichir. On va trouver des lavis de plus en plus riches. On va trouver, surtout à partir de la période romaine, un usage plus fréquent de la sanguine, de la pierre noire. Sans qu'il abandonne jamais les acquis, hein, bien sûr. Mais enfin, il y a une tendance comme ça à utiliser. Peut-être aussi une progression dans l'échelle des dessins qui au début sont plus petits, plus resserrés, puis il y a une espèce de, comme toujours avec Raphaël, une espèce de prise de possession d'une respiration ample. Et justement, le dessin de figure, ici on a un dessin pour l'Adam et Ève, qui est un des sujets de la voûte de la chambre de la signature dans les appartements pontificaux au Vatican. Donc on est dans les premières années du séjour romain, hein, qui va occuper les 12 dernières années de son existence. On voit Raphaël travailler à la plume de façon c'est très difficile, hein, de faire ça. Je veux dire, il faut se rendre compte, c'est difficile non pas parce que le geste est difficile, mais parce que il y a un péril immédiat à mettre de l'encre sur du papier. C'est sans concession, on ne peut pas y revenir. C'est définitif. C'est définitif. Donc il faut, c'est un exercice auquel on ne vient pas tout de suite quand on est un artiste. Dans la formation, ça vient pas tout de suite. Et là, on voit Raphaël travailler
pratiquement sans mise en place. On voit un petit peu de mise en place à la sanguine à certains endroits. Il y a certainement quelques mises en place au stylet à d'autres endroits pour arriver à dire ça va tomber là plutôt qu'ailleurs. Et puis une vitesse d'écriture tout à fait incroyable qui lui sert pas simplement à camper de façon dynamique la figure, mais aussi à varier. L'attitude de la figure n'est pas trouvée du premier coup. On y revient. Il s'agit de penser à contrapposto. La figure évolue de la figure debout à la figure assise. La torsion, qui est d'abord vue de façon assez frontale, va devenir vue de façon un peu biaise. Et l'ensemble des études s'entremêlent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une composition de la feuille qui s'impose, et cette composition-là est spatiale. Raphaël est quelqu'un qui a une capacité d'ailleurs très rare, à faire mentalement pivoter une forme dans l'espace. Il vous regarde de face, il vous dessine de profil, de dos. Et ça, je veux dire, le dessin lui sert à ça. Dans le dessin de Raphaël, il y a toujours les deux orthographes, IN et EIN. Et puis il y a une ambition qui est typiquement héritée de Léonard, je veux dire, de célérité d'écriture, de variation, d'intrication des motifs, une ambition de trouver le lisible dans le brouillé. C'est-à-dire, en fait, de brouiller la forme avec la plume jusqu'à ce qu'il en sorte, jusqu'à ce qu'il y ait une révélation optique de la forme possible. Multiplier les possibles pour arriver à une forme unique. Sa renommée parvint jusqu'en France et en Flandre. Albert Dürer, le grand peintre graveur allemand, lui envoya en hommage son autoportrait peint à la détrempe sur une toile très fine préparée à l'aquarelle sur les deux côtés, où les accents lumineux étaient obtenus non par des rehauts de blanc, mais en réservant la toile. Cette œuvre parut admirable à Raphaël, qui lui envoya en échange plusieurs dessins que Dürer garda précieusement. Ce portrait était à Mantoue, en possession de Jules Romain, héritier de Raphaël. Giorgio Vasari. Alors ici, Jean-Pierre Cuzin, nous sommes en face d'une autre fresque des chambres du Vatican, la chambre d'Héliodore, et c'est la rencontre de Léon Ier et d'Attila, qui est aussi une fresque gigantesque. C'est une œuvre très étonnante et très dramatique, avec une gamme de couleurs alors qui change complètement par rapport au Raphaël bleu, rouge et rose et blanc que nous connaissions. Là, on est entièrement dans des gris, des bruns, des tons un peu violacés, des orangés, un grand ciel d'orage, une sorte de trouble qui est dans une composition très mouvementée, des expressions horrifiées. Enfin, on a un Raphaël complètement nouveau, mais ce serait très simplificateur de dire qu'il a vu Michel-Ange, donc il transforme son art. Ce n'est pas ça, à mon avis. Michel-Ange devait autant regarder son jeune rival que l'inverse. Et c'est une fresque, évidemment, où s'introduisent des portraits, ce qui est quelque chose de sinon nouveau, mais qui montre bien l'orientation de Raphaël dans ces années-là. Et voilà un autre dessin, Dominique Cordelier, qui est également une étude pour, cette fois-ci, la chambre d'Héliodore. Un dessin, oui, pour la rencontre de Léon Ier et Attila. Voilà, c'est ça. Donc, avec cette intervention miraculeuse de Saint-Pierre et Saint-Paul dans le ciel qui arrête l'armée d'Attila. Le dessin, effectivement, il est aujourd'hui, on pourrait dire, pratiquement une étude de lumière, presque que ça, alors qu'il s'agit de quelque chose qui a passionné les artistes du XVe et du XVIe siècle, qui est la représentation de la bataille.
Et la représentation, autre point qui a passionné les artistes de cette époque-là, disons depuis Alberti jusqu'au Carache, hein, qui est comment exprimer la réaction d'une foule devant une situation surnaturelle, une intervention véritablement Deus ex machina. Enfin, bon. Donc c'est ces deux choses-là que Raphaël traite avec comme vous le disiez, le lavis d'encre, le rehauts de blanc sur un papier qui a lui-même été préparé, lavé de beige pour faire fusionner tout ça. Alors le premier aspect, la bataille, était traité sur le mode de l'enchevêtrement, hein, sur de l'imbrication des figures. Ce qu'on cherche, c'est à trouver la plus grande complexité possible, en même temps que la plus grande lisibilité, pour créer un effet de foule. Et d'une foule en action, une foule en mouvement, avec tout ce que ça suppose de chevaux cabrés, de personnages instables, de figures qui tombent, d'étendards qui flottent, etc. C'est du très grand art. C'est un art de la complexité que, comme toujours, Raphaël cherche à résoudre dans une façon de cacher l'art, c'est-à-dire dans une apparente aisance. Et en même temps, faire varier les expressions face à l'événement, à ce qui advient, face à l'aventure d'une intervention divine dans un conflit entre un barbare et un pape. Et là, il y a deux solutions. On peut faire porter l'attention sur les visages. Un tel va exprimer la stupeur, l'autre va être atterré, un troisième manifestera l'incompréhension, un quatrième ne voudra rien savoir, un cinquième manifestera de l'aveuglement, etc. Bon. On a beaucoup les peintres, depuis Giotto jusqu'à, c'est tout à l'heure, les Carache, et on pourrait aller au-delà, ont beaucoup fermenté sur cette idée-là. Raphaël, au stade de ce dessin, qui est un modello, donc une petite maquette, arrêté pour la fresque, il procède autrement. Il dit ce qui va témoigner des différents états d'âme, en quelque sorte, des figures, c'est la variété de leur position, la variété de leurs attitudes. Et l'expression est reportée du visage au corps entier, si vous voulez. Si vous regardez les visages, ils sont relativement indistincts. Vous ne me direz pas, celui-là a peur, celui-là n'a pas peur. On dira, en revanche, celui-là s'écarte, celui-là s'arrête, toujours dans l'espace. Voilà. Et alors, ce qui crée de l'espace, c'est cette façon d'équilibrer l'ombre et la lumière. Toujours. Avec, finalement, des extrêmes de lumière et des extrêmes d'ombre qui ne sont pas si éloignés l'un que l'autre. On est dans la subtilité. Histoire de peinture par Daniel Arras. Le tableau préféré. Alors, quant au tableau préféré, j'en aurais deux. Il y a la Madone Sixtine de Raphaël, qui maintenant est à Dresde, et la Joconde de Léonard de Vinci. La Joconde, c'est difficile, il faudrait vraiment du temps pour en parler de la Joconde. Donc je parlerai que de la Madone Sixtine pour l'instant. La Sixtine, c'est un tableau qui a été peint par Raphaël, c'est un tableau d'autel, peint par Raphaël, je crois en 1500, je crois que c'est 1516, quelque chose, 1516, 1517, peut-être un peu avant, et qui représente simplement la Vierge de l'Enfant sur des nuages, avec à sa gauche à elle Sainte Barbe et à sa droite Saint Sixte, et puis en bas du tableau, en haut du tableau vous avez deux rideaux verts entrouverts, et puis en bas du tableau vous avez deux petits angelots qui regardent d'un air un peu mélancolique ce qui se passe au-dessus d'eux. Ce tableau a été un des tableaux les plus admirés de l'histoire de la peinture à partir du moment où il est passé à Dresde. Avant, il était dans une église à Plaisance. On savait qu'il était beau, mais on n'en parlait pas trop. Il était connu, on allait le voir, mais c'est pas un grand tableau. Dès lors qu'il est à Dresde, il devient un des tableaux mythes de l'histoire de la peinture. Et moi-même, la Madone Sixtine, quand j'ai étudié Raphaël, était un tableau mythe. Et puis, je suis allé à Dresde. J'ai vu la Madone Sixtine, et j'ai été extrêmement déçu.
extrêmement déçu parce que le musée avait été réaccroché, on était en train de restaurer le musée, etc. Il y avait une plaque de verre devant le tableau, et donc ce que je voyais, j'étais assis, je voyais les néons de la salle qui se reflétaient dans le verre, et je devinais, fait que je bouge pour deviner la peinture. Bon, j'étais extrêmement déçu, mais comme j'étais venu jusqu'à Dresde pour voir la Madone de Dresde, la Madone Sixtine, je ne voulais pas repartir déçu. Donc je suis resté. J'ai dû rester à peu près 1 heure comme ça à me déplacer, et à un moment le tableau s'est levé. Effectivement, le tableau s'est levé. D'un coup, j'ai vu Madone Sixtine, et j'ai vu, je dois dire, un des tableaux les plus profonds intellectuellement de l'histoire de la peinture européenne. Et si on aime Raphaël, si on connaît Raphaël et si on aime Raphaël, un des plus émouvants en ce qui concerne l'art de Raphaël. Alors, pourquoi un des plus profonds? Bien parce que je crois, et c'est ce que Benjamin n'a pas voulu voir ou a vu, dont il n'a pas voulu parler, c'est que la Madone Sixtine présente très exactement le moment de la révélation du Dieu vivant. C'est-à-dire que c'est un tableau qui montre le Dieu brisant le voile, le Dieu s'exposant. Et cette profondeur du Dieu s'exposant, enfant, eh bien, ce qui rend le tableau pour moi bouleversant, ce sont en particulier 2 petits anges qui sont en bas, qui eux-mêmes, dans le fond, qu'est-ce qu'ils font là? On n'en sait rien. On a imaginé des histoires les plus extravagantes sur ces 2 petits anges. On a imaginé que c'est des portraits des enfants que Raphaël aurait avec la Fornarina. On a imaginé tout ce qu'on voulait sur ces petits anges. En fait, je suis persuadé, et pour des raisons iconographiques, sérieuses, historiques, théologiques, qu'ils sont la figuration chrétienne des chérubins gardant le voile du temple dans la région juive. C'est-à-dire que ce à quoi ils assistent eux-mêmes, c'est au fait qu'ils ne sont plus les gardiens du secret et du Dieu invisible. Le Dieu s'est rendu visible. Et cette espèce d'extraordinaire tragédie, parce que le Dieu se rendant visible, ça veut dire qu'il va mourir, le Dieu. Eh bien, il est confié, ce secret ou ce mystère tragique, il est confié à des visages d'enfants. Ben, je trouve que c'est d'une puissance extraordinaire. Et la Madone Sixtine, effectivement, j'ai plus besoin de la revoir. Une fois qu'elle s'était levée, eh ben, ça y est, mon émotion, je la garde. Il y a celui-là, on pourra y revenir. Oui, éventuellement, la Vierge au... La Vierge au déshabillé est intéressante si vous voulez poser la question de l'atelier. Oui, c'est ça. Et de même que la petite Sainte Famille. Au Balthazar Castiglione et le superbe portrait... Certains d'ailleurs le considèrent comme un des plus beaux portraits de la Renaissance. C'est probable. Enfin, je veux dire, on n'aime pas beaucoup les palmarès et quand on les aime, on aime en changer. Oui. Mais c'est vrai qu'on a devant le portrait de Balthazar Castiglione, qui était un ami intime de Raphaël, quelqu'un qui en était très proche. Il était auprès du pape très souvent le représentant du duc de Mantoue. Et devant le portrait de Castiglione peint par Raphaël, le sentiment qui prend le visiteur, l'observateur, c'est un sentiment de détente et de bien-être, de familiarité, d'immédiateté avec le modèle. Cet homme qui nous regarde de façon directe, dans une attitude qui n'est pas si différente de celle de la Joconde de Léonard, au fond. Devant un fond complètement neutre que l'imagination peut peupler de toutes sortes de choses. Avec cette immédiateté, c'est quelque chose d'extraordinairement... c'est émouvant. Et en même temps, ce sont des émotions qui ne vous encombrent pas, puisqu'on n'est pas dans un portrait expressif ou psychologique, si vous voulez, au sens où, la peinture du XVIIIe siècle aura à cœur de l'inventer, de le mettre en image, en image forte. Là, non. C'est aussi un portrait d'une incroyable élégance, parce que c'est un hymne au gris. Un hymne au noir.
à l'ocre. On trouve d'ailleurs dans les écrits de Castiglione cette idée que l'homme de cour n'est pas un homme voyant, en quelque sorte. C'est pas quelqu'un qui va jouer de l'ostentation. Peut-être que les tissus seront très bien choisis. Sans doute seront-ils coupés de façon luxueuse. Par exemple, on aimera plutôt couper des velours très chers ou des soies très chères en les utilisant dans le biais au lieu de les utiliser dans la longueur. Mais c'est une ostentation discrète en quelque sorte, qui ne joue pas sur le chamarré, sur le luxe des pierreries, etc. Et il y a quelque chose de profondément intime. En même temps, une vraie coquetterie. On sait que Castiglione était chauve et il a gardé le chapeau pour se faire portraiturer. Les circonstances de l'exécution du tableau sont malheureusement pas très bien connues. On pense que le tableau a été exécuté en hiver parce que le personnage est très chaudement vêtu, probablement dans l'hiver 1514, 1515. Vous voyez, donc pour nous situer dans le temps, c'est les années qui voient le triomphe du jeune roi François en Italie, avec la victoire de Marignan. Et bon, ça va évidemment beaucoup compter par la suite. Il faut savoir que quelqu'un comme François Ier est un des grands lecteurs de Castiglione. Qui de toute façon sera lu à l'échelle européenne. Castiglione a avec Raphaël une relation de connivence qui va très loin. Vous savez, il y a tout un cercle de lettrés qui entoure à la fois et le pape et celui qui est en quelque sorte le grand représentant du pape dans le domaine de la peinture, qui est Raphaël. Et ce tableau probablement a été, on en a la première trace en 1516. Quand Bembo écrit à Bibbiena qu'il a vu un tableau de Raphaël représentant Castiglione, mais pas si bien que ça en termes de réalisme, et qu'on a l'impression qu'il a été peint par les élèves de Raphaël. C'est une impression qui aujourd'hui n'apparaît pas du tout à nos yeux. On s'est demandé si le tableau n'avait pas été peint un peu plus tard. Puisqu'à un autre moment, on sait qu'un envoyé du duc de Ferrare vient chez Raphaël et Raphaël dit je peux pas le recevoir. Il faut dire que le duc de Ferrare était assez pressant, c'était un personnage qui voulait absolument obtenir des œuvres. Bon, Raphaël dit je peux pas le recevoir, je suis occupé avec Castiglione. Bon, alors on ne sait pas à quoi ils étaient occupés. Certains ont pensé qu'il était occupé à faire le portrait. Je ne crois pas personnellement. Je pense qu'ils étaient plutôt occupés. C'est pas une idée neuve d'ailleurs. C'est une idée qui a été souvent formulée par les historiens. Ils étaient occupés à rédiger cette fameuse lettre, incroyable lettre à Léon X sur, j'allais dire, l'état de la Rome antique. Lettre de Raphaël à Léon X. Ayant beaucoup étudié ces antiquités, et n'ayant pas ménagé ma peine pour les rechercher minutieusement et les mesurer attentivement, lisant continuellement de bons auteurs et comparant les œuvres avec leurs descriptions, je pense avoir acquis quelques connaissances de l'architecture antique. La connaissance de tant de choses excellentes me cause un très grand plaisir et une douleur non moins grande, en voyant en quelque sorte le cadavre de cette noble cité qui fut la reine du monde, ainsi misérablement lacérée. C'est pourquoi, puisque chacun a un devoir de piété envers ses parents et sa patrie, je me sens obligé de risquer toutes mes faibles forces afin que puissent rester vivantes quelques images, presque une ombre, de cette ville qui est en vérité la patrie universelle de tous les chrétiens, et qui a été en son temps si noble et si puissante que les hommes commençaient à croire qu'elle seule ici-bas était au-dessus de la fortune, et, contrairement au cours naturel des choses, exemptée de la mort et appelée à vivre éternellement. Donc ceci, Jean-Pierre Cusat, c'est le portrait de Léon X, avec ses deux cardinaux, qui sont ses neveux d'ailleurs.
C'est évidemment un tableau passionnant à comparer avec le portrait de Jules II, avec celui du pape précédent, puisque là nous sommes tout à fait à la fin de la vie de Raphaël, hein, on doit être vers 1518, 1519, et on est très frappé, alors d'abord par cette saturation de couleurs, hein, des jeux de rouges différents. Enfin, on est entièrement dans les rouges, alors que Jules II était rouge et vert, hein, ce qui change tout. Et cette espèce de, on peut pas parler d'expressionnisme, ce serait complètement ridicule, mais avec quand même de gonflement un tout petit peu des formes et d'expressivité évidemment beaucoup plus forte. Et ce souci, alors on a beaucoup dit à la flamande, bon, employons le terme, mais de description très réaliste et très sensuelle des étoffes, du velours, de la soie, des fourrures, la clochette d'argent, le livre, la petite loupe que tient le pontife. Enfin, il y a une sorte de goût de la description des matériaux, avec en même temps un fond sombre, enfin quelque chose de beaucoup plus fort, et on s'éloigne là. Et si Raphaël avait vécu un petit peu plus longtemps, peut-être se serait-il dirigé vers une expression complètement différente. On a beaucoup tendance à dire que la dernière expression de Raphaël, avec justement cet aspect plus noir, plus complexe, plus tendu, c'est dû à l'intervention des élèves dans ces tableaux. En fait, non, il est évident que le portrait de Léon X, il est peint par Raphaël et par personne d'autre. Et c'est un tableau qui montre complètement cette nouvelle direction de son art. Dans la boule plaquée d'or du fauteuil se reflète, comme dans un miroir, si grande est sa clarté, l'éclairage de la fenêtre, les épaules du pape et les murs de la pièce. Ces détails sont exécutés avec un tel soin qu'il est et sera impossible à aucun maître de faire mieux. Giorgio Vasari. Cordelier, c'est la grande famille. C'est un tableau qui a été offert en cadeau diplomatique à François Ier. En 1518, Raphaël, effectivement, est un des personnages sur lesquels s'appuient Léon X et Lorenzo dei Medici, qui n'est pas Laurent le Magnifique, qui est quelqu'un de plus jeune, pour effectivement bien traiter diplomatiquement ce jeune roi français qui, en 1518, apparaît encore comme le vainqueur de Marignan. Avec qui il faut être bien. Alors, il y a différents moyens d'être bien avec un roi quand il est puissant militairement. Le premier, c'est d'envoyer des cadeaux diplomatiques, effectivement. De second, et ça n'est pas l'inverse, c'est de nouer des alliances. Or, c'est le cas, en 1518, Lorenzo dei Medici épouse Madeleine de la Tour d'Auvergne. D'ailleurs, cette union ne sera pas sans fortune, puisque Catherine de Médicis est leur fille. Bon. Les tableaux sont effectivement envoyés en 1518. Ces tableaux, il y en a une dizaine, on les conserve pas tous, mais apparemment, d'après les documents, on peut comprendre qu'il y en avait une dizaine. Oui, et puis peut-être même des objets, peut-être une salière, enfin différentes choses. La Grande Sainte Famille semble avoir été spécialement destinée à la reine Claude de France. La reine Claude de France, à ce moment-là, vient d'accoucher de celui qui ne sera pas le roi, le dauphin François, qui meurt trop jeune pour hériter de la couronne de son père. Et évidemment, c'était tout à fait approprié d'envoyer à une jeune reine, mère du dauphin, un tableau, j'allais dire, qui met en valeur la relation extrêmement forte entre la Vierge et l'enfant.
Bon, c'est un tableau qui a posé un problème aux peintres qui l'ont vu avant son envoi pour la France. On a une lettre de Sebastiano del Piombo à Michel-Ange, tout à fait étonnante. Alors Sebastiano del Piombo est un très grand peintre, hein. Il ne s'agit pas du tout de minimiser les choses. C'est un tempérament un peu jaloux aussi. Et Michel-Ange était dans une attitude d'admiration défensive à l'égard de Raphaël. Et évidemment, on cherchait un peu à dénigrer le travail de Raphaël. Et Sebastiano dit, c'est bizarre ce qu'il a fait, Raphaël, il le dit ensuite, je traduis en substance. Il a fait quelque chose, un tableau très, très étrange où on a l'impression que les figures sont presque métalliques et comme avec du noir de fumée dessus. Il dit ça de la Grande Sainte Famille, il dit ça du Grand Saint-Michel. C'est beaucoup plus vrai d'ailleurs de la Grande Sainte Famille. C'est vrai qu'il y a quelque chose, des ombres noires, des formes fermées, que la critique a eu tendance à attribuer non pas à Raphaël, mais à celui qui est son meilleur disciple, en tout cas son disciple le plus remarquable, qui est Giulio Romano, que nous connaissons en France sous le nom de Jules Romain. Bon, effectivement, Giulio Romano, quand il volera de ses propres ailes plus tard, à Mantoue, aura tendance à travailler dans ce sens. Mais est-ce que ça n'est pas une part qui revient vraiment à Raphaël ? Alors, il ne s'agit pas de nier complètement l'intervention d'un atelier extraordinairement florissant. Vous savez qu'il y a au moins 12 ou 13 peintres autour de Raphaël qui travaillent avec lui pour assurer des commandes qui sont extraordinairement importantes à ce moment-là, parce que il fait donc cette pincée de tableaux pour la France en quelque sorte, mais il a aussi à conduire des grands chantiers au Vatican, les chambres, la salle de Constantin, il a à peindre la Transfiguration. Enfin, c'est pas du tout. C'est un homme suroccupé. Alors évidemment, il a dû s'appuyer sur son atelier, non seulement pour les dessins, mais aussi pour certains détails. On voit là, dans le magnifique pavement de marbre qui est au premier plan, pratiquement l'intervention d'un spécialiste de nature morte, exactement comme dans les fleurs qui sont au-dessus de la tête de la Vierge et qui sont répandues par l'ange qui vient couronner l'ensemble de la composition. Alors on pense évidemment à quelqu'un qui était proche de Raphaël pour ces choses-là, qui est Giovanni da Udine. Encore une fois, un artiste comme Evangelista di Pian di Melito, un artiste plus âgé que Raphaël, mais qui a une forme de spécialité et qui accepte de couler son talent dans le génie de Raphaël. On a dit dans une formule très belle et très juste que Raphaël avait eu la capacité de coloniser le talent d'autrui, et c'est tout à fait sensible, puisque au fond, dans un tableau comme celui-là, il n'y a pas de rupture en fait entre ce qui peut apparaître de la part de l'atelier et ce qu'est Raphaël lui-même. Parmi ses qualités si rares, il en eut une très grande qui m'étonne. Le ciel lui donna la force de pouvoir montrer un comportement tout à fait inhabituel chez les peintres. Les artistes, je ne parle pas seulement des simples, mais de ceux qui s'estiment les plus grands, et il y en a beaucoup, collaborèrent avec Raphaël dans une parfaite entente. Les mauvais sentiments s'évanouissaient à sa vue, et toute pensée vile ou basse leur sortait de l'esprit. Cet accord n'exista jamais qu'avec lui. Les artistes étaient en effet subjugués par sa courtoisie et son talent, mais plus encore par une bonté naturelle, si pleine de gentillesse et de charité, que les animaux même l'affectionnaient. Giorgio Vasari. Quelle est l'interprétation que fait Raphaël de la Transfiguration sur ce grand panneau de bois, Christine Pellistrandi? Il est le seul, parmi beaucoup d'autres transfigurations, à rapprocher ou à opposer, comme vous voulez, le mal sur la terre avec l'enfant épileptique, et en cela il est d'ailleurs tout à fait fidèle à l'Évangile,
et ce qui se passerait au ciel ou ce qui se passe dans un autre monde avec la vision du Christ qui est à la fois dans cette nuée lumineuse, qui est à la fois ressuscité, entouré dans cette nuée. Et c'est ça ce qui est extraordinaire. Il oppose la réalité à laquelle nous sommes confrontés et puis une réalité de foi qui appartient à notre mystère. Et comment est-ce que Raphaël a peint chacune de ces scènes, Christine Pellestrandi? Je pense que d'abord c'est un homme de la Renaissance et par conséquent un homme de la Renaissance ne réagit absolument pas comme un homme du Moyen Âge et il ose, et c'est ça ce qui est absolument extraordinaire, il ose poser le problème, dans le fond, poser le problème du mal. Parce que nous avons un pauvre enfant qui est un enfant épileptique et un enfant malade et il le montre bien. On a envie d'ailleurs de détourner les yeux, de pas regarder l'enfant parce que l'enfant, il nous met mal à l'aise, comme quand on regarde quelqu'un qui est handicapé, car il faut bien le dire, notre premier réflexe, c'est de détourner les yeux. Or, lui, il le montre. Et c'est ça ce qui est absolument formidable, c'est que il place au cœur de son tableau le problème du mal et le problème des hommes qui discutent autour. Parce que les uns disent, mais c'est ceci, mais c'est cela, mais on pourrait le guérir, mais non, on peut pas, etc. La discussion est animée. La discussion est très animée. Et alors, sur le plan plastique, ça se traduit par une scène assez sombre. Oui, une scène sombre où on a l'impression, parce que on est sur Terre, mais presque dans l'obscurité. Et la seule chose qui est claire, ce sont les vêtements et les couleurs des vêtements. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Et puis, il garde une luminosité tout à fait belle, tout à fait éclairante, enfin, pour le ciel. Bon. Pour la deuxième scène. Pour la deuxième scène, la scène qui est au ciel, qui se passe en haut, si j'ose dire. Parce qu'effectivement, comme il superpose les deux scènes, il y a la première scène qui se passe dans la discussion avec les apôtres qui n'arrivent pas à guérir l'enfant. Et puis, il montre en même temps, justement, cet événement miraculeux que l'on appelle la transfiguration. Mais il le place au-dessus. Par conséquent, il nous force à nous poser la question et à se dire, mais où est-ce que ça se passe? Ça se passe vraiment sur le mont Tabor, comme on le disait, ou est-ce que ça se passe au ciel? Ou est-ce que ça se passe dans notre vision de foi? Alors, Gabriela Moravec, vous êtes une artiste d'origine polonaise. Et quel regard portez-vous sur cette peinture de Raphaël, la Transfiguration? Ces tableaux, pour moi, c'est c'est comme un spectacle, comme une grande opéra à milliers de personnages avec un décor fabuleux et que plusieurs scènes se passent simultanément. On pourrait s'imaginer un plateau tournant où en même temps on regarde les choses des différents côtés, des différents angles. Il y a un côté fantastique aussi dans ces tableaux, et fantastique et sombre. J'aime l'obscurité, j'aime les choses qui sortent de l'obscurité vers la lumière et qui ne se laissent pas voir complètement, et qui font partie d'une sorte d'un monde ténébreux presque, mais en même temps, on arrive à deviner des formes qui deviennent de plus en plus charnelles, lumineuses, et illuminées avec une sorte de lumière complètement irréelle. Par exemple, cette montagne au milieu des tableaux, pour moi, c'est quelque chose qui est absolument saisissant, parce que quelque part, ça me renvoie à mes propres sensations, fantasmes, refoulés quelque part d'un désir de se fondre avec une nature vierge, accueillante par sa douceur, par l'humidité, par
par un côté caverne où on pourrait se cacher, se retrouver quelque part à l'intérieur d'un univers. Donc c'est comme ça que je les perçois, ce tableau, d'une façon très instinctive plus que rationnelle. Et quel est le message du tableau, Christine Pellistrandi? Alors, le message du tableau, il y a les apôtres qui dorment. Bon, alors, ça veut dire que est-ce que les croyants ne dorment pas? La question elle est très actuelle. Quel est le message? Le problème de la dénonciation du mal, sans aucun doute. Le problème de la dénonciation du mal et le problème de la place de l'enfant handicapé. Car je trouve que c'est extraordinaire parce que Raphaël a le courage de le montrer, et de le montrer dans un tableau qui est beau. Et il intègre la maladie, et une maladie cruelle. Peut-être même la possession du démon aussi. Oui, la possession du... Comme cela était cru à cette époque. Et il intègre cela dans une vision presque paradisiaque, car les cieux s'ouvrent et l'on voit le Christ transfiguré, illuminé, et la voix de Dieu qui intervient pour dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Alors il y a un personnage un peu mystérieux, oui, qui est cette femme au premier plan. Voilà, alors pourquoi y a-t-il cette femme? Surtout qu'elle est très belle. Elle me fait absolument penser à une superbe statue romaine. Oui. On a l'impression d'une statue romaine avec ses tresses très très bien mise, et puis le drapé comme une tunique très belle, une tunique d'or, et puis un bleu qui s'oppose justement au reflet doré. Tout ceci dit, il y a quand même une certaine le corps est très très bien mis en valeur. Enfin, la courbe de son dos, la courbe de ses reins est superbe. Enfin, elle est dans toute sa beauté. Alors, je me suis posé beaucoup de questions. Moi, j'ai une interprétation, et je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec la mienne. Moi, je vois le personnage de Marie-Madeleine. Pourquoi le personnage de Marie-Madeleine? Parce que c'est un personnage très très complexe. En fait, il y a trois personnages derrière le nom de Marie-Madeleine. Mais qu'est-ce qu'elle représente là? Est-ce qu'elle ne représenterait pas, par hasard, justement, cette pécheresse convertie, pardonnée? Et il ne faut pas oublier que Marie-Madeleine, Marie de Magdala, qui a donné le nom de Marie-Madeleine, elle a été libérée des 7 démons. Alors, est-ce qu'elle ne serait pas mise là comme un exemple pour dire, mais oui, le Christ m'a libérée des 7 démons qui faisaient que je n'avais plus la possession de moi-même. Et là, elle est dans tout l'éclat de sa splendeur. On sait très bien que derrière, ça continue. On a envie presque d'aller vers là-bas, voir ce qui se passe derrière. Tu vois, moi, ça me... Oui. De tourner autour. Oui, c'est vrai que c'est une composition verticale. C'est une espèce d'ascension. Et cette montagne est plutôt un volcan. C'est comme un cratère presque. Un cratère accueillant, confortable. Comme tu dis, on a envie de s'y mettre aussi, quoi. Et puis il y a quelque chose de très intéressant, c'est que il y a toujours dans les perspectives des peintres de la Renaissance, cette chose qui m'a fasciné moi, c'est la porte de sortie vers le lointain, vers l'infini. Il est toujours quelque part, cette espèce de fuite est toujours quelque part. Ici, elle est opposée à un plein. Du côté droit, on s'échappe, mais il bloque le côté gauche. Donc il crée une circulation. Le tableau est presque parfaitement symétrique, mais ce vide et ce plein se complémentent très bien, et le tableau ne se déséquilibre pas du tout.
c'est encore, ça doit être complètement en dehors de tout, mais ces tableaux, la transfiguration, en fait, j'ai essayé aussi de comprendre pourquoi ces tableaux m'interpellent tellement. Et en fait, je dois dire que je sors d'une ville qui s'appelle Cracovie, où le 19e siècle et la peinture 19e siècle, oui, est un certain regard vers la période romanticisme et tout ça, est extrêmement fort. Et j'ai été marquée vraiment par cette période-là, et moi-même, je me considère quelque part à l'extension de cette façon de voir le monde, de cette façon de trouver, d'élaborer son propre monde en accord avec certains regards 19e. Et ce tableau-là, il est, on pourrait dire, à l'origine de toute une nouvelle vague 19e siècle, n'est-ce pas? C'est les profondeurs, les couleurs sombres, très foncées, très juteux, les noirs, les côtés un peu graves, exagérés et théâtral de personnages et tout ça, ça m'a renvoyé immédiatement à cette période. À sa mort, on le mit dans la salle où il avait travaillé, en disposant près de sa tête la transfiguration qu'il avait terminée pour le cardinal de Médicis. Contempler cette œuvre qui paraissait vivante à côté de son corps inanimé faisait éclater l'âme de douleur. On peut s'approcher aussi, Dominique Cordelier, de ce double portrait qui est aussi une des peintures de la fin de la vie de Raphaël, puisqu'elle date à peu près de 1517. Alors c'est un autoportrait également. Et c'est un tableau très, très touchant. Là encore, on est dans le monde du courtisan. C'est un tableau très monochrome, une chemise blanche sur un habit noir, l'éclat de deux visages, presque rien d'autre, le raccourci d'une main, et le tableau est là. Et c'est un tableau qui, moi, me touche énormément parce qu'il est peut-être encore plus que le Castiglione, un tableau intime. D'abord, il suppose un deuxième terme ou un troisième terme, un troisième personnage. On a deux personnages dans le tableau et celui qui est au premier plan, qui n'est pas Raphaël, désigne quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas là, ou qui était peut-être là et qui n'y est plus. Et évidemment, on a envie de penser à un portrait de la Fornarina, à cette femme qui a une existence bien réelle dans la vie de Raphaël, cette courtisane romaine, qui a probablement fait manquer le chapeau de cardinal à Raphaël, et qui est la grande figure vénusienne un peu mythique qui occupe les dernières années de l'œuvre de Raphaël, disons depuis la Loggia de Psyché à la Farnesine, jusqu'au portrait de la Fornarina qui se trouve à Rome au Palais Barberini. Si on regarde le tableau, en fait, c'est un tableau qui est presque comme Jésus avec un disciple. Le Raphaël qui est au fond, qui n'est plus le jeune homme comme que l'on voit sur l'autoportrait des Offices, mais un homme barbu, grave, au visage qui porte déjà comme peut-être la marque, sinon de l'âge, d'une espèce de maladie sourde, et qui met la main sur l'épaule
de ce qu'on est bien obligé de considérer au premier plan comme son disciple. Bon. Et il est vraisemblable d'ailleurs que ce personnage, dont l'identité a été extraordinairement débattue par les historiens d'art, est un élève de Raphaël, ou en tout cas un proche de Raphaël. On a pensé à Giulio Romano, ça n'est pas impossible. On pourrait aussi penser à celui qui a été l'éditeur des gravures faites d'après les œuvres de Raphaël, parce que Raphaël a une formidable entreprise éditoriale au service de son invention. Un peintre de Parme qui s'appelle Baviera et à qui il semble qu'il est confié dans les dernières années de sa vie, au moment de sa brève maladie, il est emporté en 8 jours par une fièvre terrible, à qui il a confié la Fornarina. En tout cas, il y a une charge d'émotion, il y a une charge affective, il y a en même temps une gravité de la peinture dans un tableau comme celui-là qui mérite tout à fait d'être remarqué. Et en même temps, il y a une extraordinaire construction spatiale. Le raccourci du bras, l'énergie de cette main qui désigne, j'allais dire, la tierce personne et qui finit par nous désigner nous, qui le regardons. C'est quelque chose d'absolument prodigieux qui est toute la respiration de l'œuvre de Raphaël condensée dans un portrait au fond très intime. Toi aussi, Raphaël, par ton rare génie, tu restauras Rome dans son corps mutilé, ravagé par le feu, le fer et les années, et tu lui rendis son antique beauté. Tu éveillas alors la jalousie des dieux, et la mort s'indigna. Au mépris de sa loi, ceux que sa longue marche a détruits peu à peu, tu les as ranimés pour la seconde fois. Dans la fleur de l'âge, hélas, tu es tombé, et nous dit qu'à la mort nous sommes tous voués. Baldassare Castiglione. Raphaël, avec Jean-Pierre Cuzin, adjoint au directeur de l'Institut national d'histoire de l'art, Dominique Cordelier, conservateur en chef au département des arts graphiques au Louvre, Christine Pellistrandi, chercheur au CNRS, auteur de Célébration de la lumière aux éditions Albin Michel, Gabriela Moravec et Pancho Chilici, artistes, tous deux à la galerie Tessa Herold à Paris. Texte lu par Éric Herson-Macarel. L'extrait d'Histoire de peinture était réalisé par Jean-Claude Loiseau. Documentation Maria Contreras. Coordination Lydia Benitsac. Prise de son François Rivalan, Éric Damaggio. Mixage Michel Cress. Une émission de Luc Ponette réalisée par Dominique Costa.